ראשון שלבד יושב וכותב לך מכתב על כל הדברים שהיו, כל מה שקרה בדיוק. אותיות מופיעות על הקיר, אני הפחד נעים להכיר. הדמויות אוהבות לשחק, זזות כאן בבית הריק, ואת לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים. את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני. תמונות רצות מאותו לילה, דמעות כאב של לוחמים. זה ערב ראשון שאת שם, אני שוכב וחושב לא נרדם, השקט לאט מתנגן, מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם, שיר בלי שם. ואת לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים. את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני. תמונות רצות מאותו לילה, דמעות כאב של לוחמים. Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח. Voilà, nous y sommes, Yom HaZikaron, en souvenir de ceux tombés au combat, pour la mémoire des soldats, mais aussi pour les victimes d'attentats, qu'ils soient tombés en Israël ou bien en Chutz La'aretz, en dehors du pays. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour un témoignage très émouvant, Rivka Kochav. Bonjour Rivka. Shalom, shalom. Merci beaucoup vraiment d'être venue. J'imagine que c'est pas toujours facile de témoigner. C'est pas toujours facile, mais ça fait du bien aussi. On en a besoin et c'est pour ça que je vous remercie de m'accueillir aussi. Alors voilà, comme ça on est toutes les deux contentes de se parler aujourd'hui pour évoquer la mémoire de votre premier mari. Tout à fait. Il s'appelait Amitai Yekutiel. Amitai Yekutiel, dont on voit la photo. C'est un Israélien que j'ai rencontré 12 ans après mon arrivée en Israël. Donc ça fait 28 ans que je suis là. Alors vous êtes arrivée, vous aviez 20 ans. Exactement. Toute jeune, ouais. Vous avez choisi de faire un séminaire. J'ai étudié au Machon Ora cette première année, une première année d'intégration, pour apprendre l'hébreu, m'intégrer,
tenté de devenir israélienne, le rêve qui m'habitait, de devenir israélienne dans toute sa splendeur. C'était vraiment votre rêve. Mamache, vraiment. Les premières années, pour l'anecdote, c'était de me battre avec mon accent français qui ne voulait pas me lâcher, qui ne m'a toujours pas lâché. Mais c'était me transformer en israélienne, j'attendais ça. Et voilà, donc j'ai pris le chemin du Mahon Hora où j'ai étudié, j'ai rencontré des Israéliennes et m'intégrer dans la société. Alors, 20 ans jusqu'à l'âge de 32 ans pour enfin trouver votre âme sœur. C'est long, 12 ans, surtout lorsqu'on évolue dans une sphère religieuse. Tout à fait. Tout à fait. 12 ans, c'était voir toutes mes amies se marier, construire des familles, avoir des enfants, presque arriver à la bar mitzvah, à la bat mitzvah des enfants qui étaient déjà là. J'ai exploité ces 12 années. Pour construire, pour me remplir, pour m'enrichir de la beauté d'Israël. Donc j'étais, comme je vous ai dit, j'étais tout le temps dans le domaine de l'intégration, dans différents endroits, mais toujours dans le domaine de l'intégration pour faire découvrir la beauté du peuple d'Israël, la beauté du pays d'Israël et la merveilleuse époque qu'on était en train de vivre. Alors, vous avez beaucoup travaillé dans la Kita, vous avez travaillé avec le CNEF notamment, puis avec d'autres organismes. C'était quelque chose qui était important pour vous de faire monter les Juifs de France? Oui. Monter les Juifs de France, c'était plus les accueillir ici et leur faire découvrir tout ce qu'on pouvait vivre de beau ici. Parce que des fois, c'est vrai qu'on fait des comparaisons, des fois, c'est des difficultés, et sentir revenir à la maison de façon inconditionnelle. C'était ça que je voulais faire transmettre. Alors, vos premiers pas en Israël au Mahon Hora, ça a duré un peu plus longtemps que prévu puisque vous êtes resté au Mahon Hora. Voilà. Ils vous ont beaucoup aidé tout ce chemin. Vous l'avez même dirigé jusqu'au mois de juin dernier. Voilà, la section francophone du Mahon Hora, depuis quelques années, avait été recréée et j'avais dirigé cette section effectivement. Et puis, grâce à une ancienne Khanicha, une ancienne élève à vous, vous avez eu un shidour, vous avez rencontré. Tout à fait. J'ai eu un coup de fil un matin. Tout à fait. Elle me dit, Rivka, est-ce que tu es prête à rencontrer quelqu'un ou est-ce que tu es libre? J'ai dit bien oui. Et donc, elle m'avait parlé d'Amitai comme un Israélien de souche, kibbutznik, qui avait fait l'armée, Bachur Yeshiva au Mahon Meir, qui étudiait le Chinuch Meyuchad, l'éducation spécialisée comme moi. Donc, tout semblait vraiment correspondre. Et donc, voilà. Donc, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, on a décidé de se marier. Et lui aussi avait à peu près le même âge que vous. Donc, c'était vraiment pour vous deux quelque chose de tout à fait spécial. Tout à fait. C'était un éblouissement d'avoir enfin trouvé, de s'être rencontrés, de s'être reconnus et d'avoir décidé de construire notre famille. Alors, vous êtes quand même d'un parcours différent parce que lui, c'est un kibbutznik, on peut dire ça comme ça. Il est né dans un kibbutz près de Sderot, à 5 km de Sderot, près de Gaza. Donc. Tout à fait. Famille traditionnaliste. Tout à fait. Lui a fait un parcours de Chazara Bitshuva, de se renforcer. Son père était religieux, sa mère n'était pas, ils se sont mariés, ils ont construit une très belle famille. Et il a décidé d'avancer, de se renforcer. Donc, il est rentré au Mahon Meir, il a étudié au Mahon Meir pendant plus de 5 ans. Et voilà, c'était devenu son... Il était Kravi aussi, il avait été Kravi à l'armée. Il était Golani, Kravi, effectivement. Et voilà, après, il avait décidé il essayait lui aussi de rencontrer son âme sœur pour pouvoir arriver à l'étape suivante de sa vie, qui était de construire une famille. Donc, vous y étiez... Vous étiez arrivés, on va dire, sauf que vous n'avez pas eu d'enfant ensemble. Voilà, nous n'avons pas eu d'enfant ensemble. On a vécu 7 mois et un jour d'intensité dans le lien qui nous a unis, dans le sens où on était, je vous ai dit, éblouis du fait que cet événement qui semble trivial pour d'autres personnes se soit passé, qu'on ait pu se rencontrer et qu'on ait pu se marier, qu'on se soit mariés. Vous étiez étonnés encore que ce soit possible. Oui, on se regardait, on se disait, mais tu te rends compte, dans les yeux, on se disait, tu te rends compte que c'est fini, plus de Shidurim, plus de Hatsaot, plus besoin d'aller raconter et de dire que ce soit, ça y est, on est là, maintenant, on construit et on avance. On mettait tous nos rêves sur la table, comment les réaliser, et c'est vrai que c'était passionnant, c'était très beau. Alors, pour gagner la vie, sa vie financièrement, on va dire, il avait un autre travail. Il était agent de sécurité de Bézek. On va dire ça comme ça. Il était mafter de Bézek, effectivement. Donc, pour pouvoir financer ses études. Et puis après, une fois qu'on s'est mariés, moi-même étant étudiante aussi, j'avais entrepris d'autres études. Donc, on travaillait un petit peu de chacun de son côté avec des horaires flexibles. Et donc, Amitai, il travaillait en tant qu'agent de sécurité. Et chaque matin, il se rendait au Moked pour qu'on lui dise où il devait garder les techniciens.
En général, on le plaçait dans des ishouvim, dans des espaces Dans ouverts. de grands espaces. Voilà, des espaces ouverts où il pouvait respirer. Il aimait beaucoup ça. Et un dimanche du mois d'août, alors que je devais commencer un premier jour de travail dans un nouvel emploi, on l'a désigné pour garder dans la vieille ville de Jérusalem, à côté de Sha'ar Shrem, la porte de Damas. Alors, tout se passe bien jusqu'au moment où un terroriste du Hamas va lui tirer 3 balles dans le dos. Il avait fini sa garde et donc il montait dans la Naïedette, dans le fourgon de Bézek pour rentrer donc au Moked. Et c'est à ce moment-là que le terroriste du Hamas, un homme de 18 ans, qui venait de Hebron, a perpétré son attentat et a tué Amitai de 3 balles dans le dos. Il avait réussi à rentrer en Israël. Il était rentré en Israël. La famille l'avait fait rentrer, l'avait fait dormir la nuit précédente à Ramallah. Et après, il s'était infiltré, je ne sais pas par quel moyen. Mais en tout cas, il était arrivé jusqu'à Sha'ar Shrem. Et c'est là qu'il avait décidé de faire ce qu'il a fait. Alors, il a blessé aussi 2 autres... Il a blessé les 2 techniciens de Bézek qui étaient assis dans la camionnette aussi. Ils s'en sont sortis par Hachem. Après des mois de soins et de rééducation, se sont relevés. Et m'accompagnent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en contact avec moi. Alors, vous êtes loin de tout ça, vous n'êtes pas au courant, c'est votre premier jour de travail, vous aviez décidé le matin, avant de vous quitter, de ne pas vous téléphoner parce que vous ne vouliez pas déranger, l'un l'autre. Voilà, on avait convenu avec Amitai qui d'abord ne répondait pas pendant ses heures de garde. Et comme c'était mon premier jour, il m'a dit, écoute, aujourd'hui je te laisse tranquille, on se rencontre à 3h quand on rentre et tu me raconteras tout ce qui s'est passé, etc. Donc j'étais mon premier jour d'emploi, effectivement, et vers 11h30, je vois mon téléphone sonner de façon incessante. C'était le numéro de la mère d'Amitai qui m'appelait. Donc, j'ai vu une première fois, j'ai dit je rappellerai plus tard. Mais quand j'ai vu qu'une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, ça sonnait, donc j'ai décidé de répondre. Et elle m'a informée. C'est elle qui vous a informé? Elle m'a informée sans m'informer. Elle m'a informé qu'un attentat avait eu lieu dans la vieille ville de Jérusalem, à proximité de Sha'ar Shrem, et qu'un agent de sécurité de Bézek avait été tué. Et qu'elle avait un très mauvais pressentiment. Elle m'a demandé, en fait, est-ce que j'avais eu Amitai au téléphone? Est-ce que je pouvais la rassurer? Donc, j'ai tenté de la rassurer en disant qu'effectivement, je ne l'avais pas eu au téléphone, mais que de toute façon... C'était normal. Oui, c'était quelque chose qui me semblait tout à fait normal, que j'allais l'appeler tout de suite, qu'il allait me répondre, ou j'enverrais un message qui me répondrait, et que dès que j'avais de ses nouvelles, je la rappellerais pour la rassurer. Et donc, j'ai commencé à appeler Amitai, effectivement, qui ne répondait pas, mais pour moi, c'était une évidence qu'il était en garde, donc il ne pouvait pas répondre. Vous n'étiez pas inquiète encore? Pas du tout. Pas du tout. Non. Loin du compte. Je ne voulais pas laisser le doute s'infiltrer. Je ne pouvais pas laisser le doute s'infiltrer. Donc pour moi, c'était dans l'heure qui suivait, c'était évident qu'Amitai allait m'appeler, me rappeler, me dire que tout allait bien. Mais autour de vous, il y avait des Israéliens qui avaient l'habitude. La vie reprendrait son cours. Voilà, autour de moi, il y avait pas mal de secrétaires israéliennes qui avaient déjà l'habitude d'éroder à ces situations et qui ont déjà pris le téléphone pour se renseigner auprès d'un mari qui était dans la police ou d'eau placée, etc. Et qui avaient déjà reçu la nouvelle qu'en fait... Elle savait, elle. Ouais, elle savait déjà que l'agent de sécurité qui avait été tué dans l'attentat de Sha'ar Shrem était Amitai Yekoutiel. Donc, elles m'ont pris tout de suite, elles m'ont emmenée, elles m'ont demandé si j'avais de la famille. Mais elles ne vous ont rien dit? Elles m'ont rien dit. Mais vous avez fait des vérifications aussi? Moi, je faisais des vérifications. J'appelais sa chevra de bitachon, j'appelais ses supérieurs, j'essayais d'appeler à lui sans arrêt, j'appelais les hôpitaux, je faisais la ronde des hôpitaux, j'appelais le Magen David Adom, où la phrase était toujours « Amitai Yekoutiel n'est pas parmi les blessés ». C'était la phrase qui revenait en permanence. Il n'est pas parmi la liste des blessés, mais j'entendais pas ce qu'on voulait me dire. Enfin, je refusais encore psychologiquement, certainement, affectivement, d'entendre ce qu'on me disait. Donc, ces secrétaires de cet endroit m'ont prise et m'ont demandé où est-ce que je pouvais aller, m'ont emmenée chez mes parents pour que je ne sois pas seule et que je sois entourée. Et sur le chemin, 2 assistantes sociales de la municipalité de Jérusalem m'ont contactée en me demandant où est-ce que j'étais. Et là, vous n'aviez toujours pas compris? Je commençais petit à petit à me dire, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Amitai ne revient pas, ne m'appelle pas de message. Pourquoi ces assistantes sociales ont trouvé mon numéro et ont réussi à me joindre? La secrétaire qui a fait un signe comme ça, que j'avais vu, que j'avais capté à sa copine. Tout m'emmenait vers la compréhension petit à petit, de façon adragatite, qu'il s'était passé quelque chose. Ça prend du temps pour intégrer, ça prend du temps pour accepter, ça prend du temps pour prendre conscience que ça peut se passer comme ça, que la vie peut basculer en quelques minutes. Et donc voilà, je suis arrivée chez mes parents, effectivement, où je continue, mais de façon sans m'arrêter.
sans m'arrêter, j'appelais les hôpitaux, les uns après les autres, Magen David Adom, pour entendre sauf qu'on me dise, voilà, il est arrivé, il est parmi les blessés, il va bien, t'inquiète pas, ou alors il est blessé maximum, et on va s'en occuper. Ma famille avait déjà compris ce qui s'était passé, et jusqu'au moment où donc, les 2 assistantes sociales qui m'avaient parlé au téléphone sont arrivées. Voilà, on tapait à la porte, et t'es accompagné d'un officier de Tsahal et du supérieur d'Amitai dans son travail, sont rentrés et m'ont fait part qu'il y avait eu un attentat, qu'il y avait eu un mort, qui était un mefter de Bézek, mais de façon très adragatite. Elles ne vont pas... Doucement. Voilà, tout doucement, sans me dire ce qui s'est passé, me donner l'identité. La seule chose qu'elles m'ont dite et qu'elles m'ont demandé, elles m'ont dit, il va falloir que tu te joignes à nous. On va partir à Boukabir. Boukabir, c'est l'institut médico-légal à Tel Aviv, où il faut faire l'identification des corps dans des situations comme celle-ci. Et donc, voilà, elles m'ont demandé... et là, vous aviez compris. Là, j'avais compris. Parce que, oui, il n'y avait eu qu'un mort. Dans l'attentat. Si elle m'emmenait déjà aussi loin pour partir, pour vérifier, pour faire l'identification, c'est que c'était... Mais on rentre comme dans une bulle où on est un peu déconnecté. On a du mal. On est sur un nuage. On se dit, pour l'instant, il faut tenir. Tant que je ne l'ai pas vu, je crois pas. J'ai peut-être encore une chance que ce ne soit pas lui. Donc, c'était dans cet état d'esprit, dans cet état d'âme que j'ai pris la voiture avec l'assistante sociale et ma famille. Et on s'est rendu à Boukabir, où la famille d'Amitai nous avait rejointes de leur kibbutz. Alors, vous avez écrit un livre, 7 mois et un jour. C'est le temps où vous êtes restés mariés, entre le moment où vous êtes mariés et le moment où cet attentat vous l'a arraché à la vie. 7 mois et un jour, c'est très spécial comme livre parce que c'est un recueil de lettres d'amour. Tout à fait. Donc, les Shiva, après l'enterrement qui s'est passé à Jérusalem, on est parti la nuit même à Saad pour faire les Shiva. J'ai passé les Shiva chez la famille d'Amitai. Et le dimanche, quand nous sommes relevés, après la montée au cimetière, donc chacun a repris sa route. Et donc, je me suis retrouvée face à face. Seule, avec votre j'avais une amie très, très proche qui m'a soutenue depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. C'est plus qu'une sœur qui s'appelle Sophia. Ben voilà, on la salue, Sophia. Voilà, merci. Et qui était vraiment mon compte-goutte pour la vie. Elle me donnait la vie par goutte, des fois un peu plus, des fois un peu moins, selon ce qu'elle sentait, de ce que j'étais capable d'assumer et de supporter. Et donc, je me suis retrouvée avec elle, rentrée à la maison, où le plat qu'on devait manger à 3h de l'après-midi, le dimanche d'avant, quand on se rencontrerait avec Amitai, nous attendait encore. Et rentrer dans cette maison qui était devenue un décor, où tout était en place avec son costume, sa chemise de Shabbat qui était encore sur le cintre, ses chaussures, enfin tout était en place, mais les acteurs n'étaient plus là. Voilà. Et là, le choc a été très, 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 très difficile à supporter, très difficile à assumer devant ce néant. Et j'avais besoin d'être encore en contact avec lui, d'être liée à lui. Donc, ce que j'ai fait, le moyen que j'ai trouvé, c'était de lui écrire des lettres pour lui faire partager ce que je ressentais, ce que je vivais. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant de nombreux mois. On peut dire pendant toute l'année, l'année du deuil pratiquement. Complètement, même plus que l'année du deuil, pratiquement jusqu'au moment, presque 2 ans après, pratiquement. Vous vous êtes remariée. Voilà, le moment où je me suis remariée, exactement. Alors, comment on peut gérer une situation tellement compliquée quand on a attendu tellement longtemps pour se marier, être au Lachadasha quelque part, parce que vous étiez là seulement depuis 12 ans, c'est pas non plus énorme. C'est un bouleversement tellement terrible. Est-ce qu'on regrette? Est-ce que sa vie n'a plus de sens ici? Est-ce qu'on en veut à Dieu, tout simplement? Il y a eu différentes étapes. On est en révolte. Il y a eu différentes étapes. J'avoue que la première réaction que j'ai eue de façon spontanée, c'était d'arrêter toutes mes activités. Je travaillais à l'époque, donc, et je faisais des études aussi. Et j'ai décidé de tout arrêter parce que je voulais plonger jusqu'au fond de tous les sentiments qui pouvaient être attachés à cette situation qui venait de se passer, qui était pour moi tellement puissante et tellement forte qu'elle ne pouvait pas me laisser reprendre une routine telle que je l'avais laissée une semaine auparavant. Donc j'ai tout arrêté. Ça a été difficile pour ma famille, pour mon entourage de me voir me laisser réfléchir, vivre, sentir tous ces sentiments-là. Mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Et c'est ce qui m'a apporté la force de me relever. C'était d'arriver, j'ai plongé, je suis arrivée jusqu'au bout. J'ai sombré, mamache. Pourquoi vous avez accepté et voulu témoigner aujourd'hui? Vouloir témoigner, d'abord pour partager le processus de vie
que j'ai senti après le départ d'Amitai. 2, pour raconter Amitai aussi, parce qu'il est encore parmi nous, et transmettre ses valeurs, transmettre la beauté du personnage qu'il était, et perpétrer sa vie par ces valeurs-là. C'est important pour moi. Alors, c'est compliqué parce que vous avez refait votre vie. Vous êtes aujourd'hui maman de 3 enfants. Vous allez nous raconter d'ailleurs comment, mais c'est comment on arrive à mener les 2 de front. Est-ce que c'est typiquement israélien de faire une chose pareille ? Alors, c'est exactement le dilemme qui se passe dans le peuple d'Israël entre la proximité entre Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Le Yom HaZikaron, où le peuple entier, comme un seul homme, va venir embrasser et serrer dans ses bras les Nifgaï Terror et ceux qui ont perdu des proches dans les combats, et leur dire on est tous de la même famille, on est tous ensemble, Pachout ensemble. Maintenant, moi, cette force qui me donne la force de passer cette journée, parce que c'est rattacher, c'est rouvrir, c'est se rappeler, c'est ressentir cette souffrance, etc., c'est le fait d'arriver tout de suite après à Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, c'est notre lien vivant qui s'est renouvelé avec la terre d'Israël, avec la souveraineté sur notre pays. Et ce qui m'a aidé beaucoup, c'est, je dis souvent, cet attentat aurait pu me faire sombrer. Il y a certains coups qui peuvent assommer, il y a certains coups qui peuvent donner... Vous avez eu des moments d'ailleurs de grande détresse. Bien sûr, j'ai eu des moments de grande détresse, et j'ai eu des rencontres dans ces moments de grande détresse avec des anges qui étaient sur mon chemin. Il fallait juste les voir, il fallait juste les entendre, se trouver là, être prête à les voir, à ouvrir la porte, à prendre ce qu'ils avaient à donner. Et une rencontre exceptionnelle aussi, de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Une possibilité de lui dire, c'est trop dur, je n'ai pas la force, je sombre. Si ce n'est toi, alors je tombe et je ne me relèverai pas, et c'est pas ce que tu veux, et c'est pas ce que je veux. Alors aide-moi. Et suite à ça, des situations complètement exceptionnelles qui peuvent se passer. Ouais, vous m'avez raconté hors antenne qu'un jour vous étiez vraiment au fond, quoi. Vous étiez à plat complètement. Voilà, j'étais à plat. Vous n'avez plus de force et vous avez décidé finalement d'aller écouter un cours sur un sujet qui vous touchait. Voilà, j'ai vu le titre d'un cours qui avait marqué, à mes yeux, il avait marqué Avatara. En vrai, c'était Avatarea, l'amour d'autrui. Mais ce qui m'a entraîné à aller, c'était d'accepter le mal. Je me suis dit, le mal, c'est fait, donc il faut que j'accepte et que j'arrive même à l'aimer. Et je me suis retrouvée dans un cours où une rabbinite venait et est rentrée à commencer son introduction en disant, j'ai eu un sentiment hier très fort que je ne saurais expliquer, qui me pousse aujourd'hui à changer de sujet. Et donc moi, évidemment, ma première réaction était de dire, Akadosh Baruch Hu, non, là c'est trop. J'essaye de venir écouter un cours me renforcer, et même ça tu me l'enlèves. Et la phrase d'après était de dire, je viens vous raconter l'histoire d'une amie qui a perdu son mari dans un attentat et la façon dont elle s'est relevée. Et ce n'était pas vous. Et ce n'était pas moi, elle ne me connaissait pas, elle connaissait pas mon histoire, elle savait pas que j'étais présente. Ouais. Et tous les conseils, tous les messages, toute la beauté, toute la émouna, tout l'amour qu'elle a transmis, qui m'ont construit, qui m'ont rempli le cœur après l'épreuve que je venais de ressentir. Et voilà, c'était un tournant dans... Alors, vous parlez de Amitai en disant, vous êtes là aussi pour transmettre ses valeurs, pour transmettre qui il était. Comment on peut le qualifier, Amitai ? Amitai, c'est son nom. Amitai Waya Ish Emet. Emet. C'était un homme de valeur, de vérité. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas encore l'hébreu. Et d'authenticité, qui était prêt à affronter la réalité, même si elle n'était pas toujours facile, mais d'être authentique avec la réalité, de faire ce qu'il fallait pour avancer, pour construire. Et surtout, un homme plein d'amour, rempli d'amour pour les plus petites choses comme les plus grandes. Et c'était quelque chose de fabuleux, de pouvoir vivre et de côtoyer cette capacité d'amour. C'était quelque chose d'en profiter pour soi aussi. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. C'est ça qui ne matchait pas, la noirceur du deuil et la lumière qui naissait de lui. Et il y avait un terrible contraste, mais qui m'a aidée justement et qui m'a donné la force et la volonté de me relever aussi. C'est-à-dire, c'est pas possible que le passage d'Amitai dans ma vie, que sa présence auprès de moi ne puisse laisser comme trace et entraîner, comme vous dites, que la noirceur du deuil, que la difficulté, que la souffrance, que le kéev. Zélomatim, ça ne peut pas être. Et donc, c'était chercher dans toute cette lumière qu'il avait imprégnée au fond de moi et dont il m'avait donné l'exemple, aller chercher cette lumière, la chercher et continuer à la transmettre effectivement. Comment on fait pour dépasser son deuil, pour dépasser son amour et aller vers autre chose ? Je vais parler de mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle, ça a été de prendre une décision sirlite, avec l'intellect.
je savais que je pouvais me laisser aller au sentiment et que j'aurais pu me laisser entraîner longtemps. Mais comme je vous dis, par rapport à ce que j'ai raconté, par rapport au fait de mon devoir même, de mon devoir par rapport à Amitai, par rapport à moi, par rapport à Hachem, par rapport à Dieu, c'est de me relever, de continuer, que de cette chose, de cet attentat-là sorte quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de positif, de lumineux. On n'a pas de haine, vous n'aviez pas de haine envers les terroristes qui nous ont ôté la vie. Alors, je vais vous dire, je ne me suis pas autorisée à aller dans ce chemin-là. J'ai pas été là-bas. Parce que de mon point de vue, j'ai placé ça à un niveau rouhani, que tout ce qui se passe sur cette terre ne se passe que si Hachem est d'accord. Ok. Donc, ça, eux étaient le vecteur du mal. Ça, c'est eux avec eux-mêmes. Moi, de mon côté, j'ai essayé de me grandir. De grandir et de me grandir. Alors, comment on fait pour... Donc voilà, donc j'ai pris une décision, sirlit intellect, mamash, de l'intellect, de dire, de terminer la première année dans la maison où nous habitions ensemble, et à l'issue de la première année, de me lever avec un torrent de larmes, mais c'était vraiment comme ça, de prendre ses affaires que je n'avais pas voulu toucher pendant toute cette année, tout était resté en place, figé, et de tout jeter, de transmettre, de donner, et de prendre mes valises et de recommencer, de continuer, avec les hauts et les bas, en les acceptant. Et contre toute attente, ceux qui vous ont énormément aidé, sont vos anciens beaux-parents, qui ont absolument tenu à ce que vous vous remariez, que vous continuiez à vivre. Tout à fait. Alors la mère d'Amitai était en contact, enfin la famille en général, mais la mère d'Amitai était très présente, venait me voir, venait passer des journées, des séjours avec moi, m'emmener dans différents musées, etc. Elle me soutenait. Ce qui est incroyable, et c'est ça qu'il faut quand même préciser, c'est que lorsque vous avez sorti ce livre, 7 mois et un jour, c'est ça qui a créé un lien un peu complètement spécial entre vous et elle, parce qu'elle vous a dit qu'elle a découvert son fils à travers vous. Voilà, elle m'a dit par les lettres que tu as écrites, et donc avec ce que tu as décrit de mon fils, je l'ai découvert, tu me l'as offert en cadeau, et c'est merveilleux que tu m'offres parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas mon fils, et le deuxième cadeau dont elle m'a remercié, c'était de l'avoir vu partir heureux. Elle a dit, le souvenir que je garde d'Amitai, c'est Amitai avec ce sourire où il avait atteint le bonheur de pouvoir avoir créé un foyer, et c'est ça dont elle me remercier. Et en même temps, elle me disait, maintenant pour mon fils, je ne peux plus rien faire parce qu'il est parti, mais je n'aurai de cesse tant que je ne te verrai pas heureuse. Et pour te voir heureuse, il faut que je te voie mariée avec des enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'elle a beaucoup travaillé, elle a rencontré des personnes, des amis d'Amitai qui s'occupaient de Shidduchim, etc. Et elle les a pas lâchés en leur disant, c'est de Rivka dont vous devez vous occuper, c'est de Rivka dont vous devez vous occuper. Et un beau jour, après une situation un peu cocasse qu'on peut rappeler, où je me rendais vers le Bitoire Léomi pour rencontrer une assistante sociale qui m'accompagnait. J'avais déjà pris contact 3 ans après l'attentat avec une chatranite qui s'occupait des remariages. Et donc, je l'appelais sur le chemin pour lui demander si elle avait quelqu'un à me proposer ou quoi que ce soit. Et sa réponse avait été fatale pour moi, en me disant, écoute, Rivka, tu es veuve. Une veuve avec un veuf, c'est trop lourd à porter. Une veuve avec un divorcé, il y a des problèmes, c'est compliqué, il vaut mieux éviter. Et un homme d'une quarantaine d'années célibataire, psychologiquement, sûrement, qui a un problème. Et donc, elle m'a laissé son veuf. J'ai dit, mais alors, je me marie avec qui ? Avec personne. Donc, elle m'avait effondrée parce que c'était la spécialiste des shidduchim, des remariages. Si avec elle, c'est pas possible, donc il n'y avait rien. Et en revenant à la maison de ma rencontre avec l'assistante sociale, donc j'étais complètement défaite. Et Akadosh Baruch Hu de nouveau m'a dit, tu as oublié que j'étais là et que je ne te laisse pas et que je t'accompagne. Le téléphone a sonné, un ami d'Amitai qui habite à Kiryat Moshe, que je connaissais donc de l'époque, m'a appelé, m'a dit, Rivka, avec beaucoup de délicatesse et de gentillesse, m'a demandé vérifier si j'avais déjà pensé à me remarier. Et quand je lui ai dit oui, il m'a dit, écoute, voilà, je voulais te proposer quelqu'un qui est divorcé avec 4 enfants. Et est-ce que tu serais d'accord de le rencontrer ? J'ai dit, bah oui. Je lui ai dit... oui, il m'a dit son nom, ça m'a fait quelque chose dans le cœur déjà. Il m'a proposé donc quelqu'un qui s'appelait Michael Korav. Et on s'est rencontrés. Alors vous êtes rencontrés et pourtant, j'imagine que c'est pas simple lorsqu'on a écrit un livre pareil. Enfin, d'ailleurs, j'encourage les gens qui ont envie de plonger un peu plus dans votre histoire à lire ce livre. Voilà, 7 mois et 1 jour de Rivka Korav, des lettres d'amour. Donc tout le monde pouvait les lire. Et il se trouve que lui aussi, voilà, celui qui voulait maintenant vous rencontrer, avait lu le livre. Ça a été la grande surprise dans notre rencontre.
qu'on était un peu embarrassés, aussi bien l'un que l'autre, de se retrouver dans cette situation, lui étant divorcé vraiment fraîchement et moi ayant perdu Amitai. Et donc je lui ai dit, ça fait vraiment bizarre d'être là. Il m'a dit, j'ai un petit avantage sur toi. Donc il m'a offert ce cadeau déjà. Il m'a dit, j'ai lu ton livre, donc je sais beaucoup plus de choses sur toi et de l'endroit où tu te places que ce que tu sais sur moi. Et ça m'a complètement rassurée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui nous a présenté lui avait proposé de lire ce livre pour justement qu'il voit de qui il s'agissait. C'est incroyable. Et c'est ce qui lui a plu, c'est de voir le processus qui s'est passé, les sentiments qui étaient évoqués, tout le processus qui s'est passé qui a beaucoup touché Michael et ça l'a entraîné à vouloir me rencontrer. Donc aujourd'hui vous êtes mariée avec Michael Kochaf, qu'on salue. Trois enfants. Trois merveilleux enfants. Ça aussi c'est à part les 3 enfants qui sont des cadeaux en eux-mêmes, le fait de les avoir après avoir passé tellement d'épreuves et les avoir tellement attendus, un premier mariage, il n'y a pas d'enfant, deuxième mariage tardif, donc on ne sait pas. Alors c'est vraiment le plus beau des cadeaux, les cadeaux de la vie, mamash. Ouais. Donc pour vous, évidemment, tout ça a un sens, tout ce que vous avez passé, tout votre parcours. Je vais vous dire, j'ai rencontré un Rav du Mahon Meir il y a quelques années, il m'a dit, Rivka, est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire ce qu'on dit toujours de façon théorique, Akol les Tova. Lo Ayatov. Ayaofa Shel Ra. Il y a une apparition de Ra dans le fait qu'un membre, un membre de Israël soit tué de cette façon, Zélotov. Aval les Tova. Parce que ce que j'en ai fait, ça a été pour moi un parcours personnel intense, sans m'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Je travaille, j'avance, je cherche qu'est-ce qui peut fleurir encore de ça. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, niveau professionnel, aujourd'hui, je transmets tout ça, puisque maintenant, je m'occupe de trouver des conjoints, des personnes qui sont célibataires. J'aide les couples en tant que yoetzet, je fais des thérapies, etc. C'est vraiment prendre tout ça, tout ce que j'ai fait sur moi, le prendre avec moi et le transmettre dans un devoir de lumière, mamash, à transmettre. De lumière et de mémoire aujourd'hui. Alors, à Israël, le peuple de vie. Un Dieu de vie et un peuple de vie. Et que la mémoire d'Amitai Yekotiel soit bénie. Amen. Merci Parmi beaucoup. Tous les autres. Parmi tous les autres, évidemment. Merci beaucoup, Rivka, d'être venue. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Bientôt. Yom HaZikaron, les Chalalema Arachot Israël. Jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח